François Bougon, bonjour. Journaliste, vous êtes chef adjoint du service international du quotidien Le Monde. Vous avez été ancien correspondant de l'AFP à Pékin. Et à ce titre, vous venez de publier aux éditions Solin Actes Sud, Dans la tête de Xi Jinping. Nous rappelons à nos internautes que Xi Jinping est l'homme fort de la Chine, numéro 1 du Parti communiste et président de la République. Jamais un président chinois n'a concentré autant de pouvoir. Aussi, la tenue le 18 octobre prochain du 19e congrès du parti est-elle intéressante puisque l'on va connaître le renouvellement des dirigeants et la direction vers laquelle veut s'orienter la Chine. Alors François Bougon, quels sont pour Xi Jinping, je dis bien pour Xi Jinping, les enjeux de ce 19e congrès ? Les enjeux, d'abord, le premier enjeu, c'est d'être reconduit pour un nouveau mandat de 5 ans. Ce sera son deuxième mandat. Et puis, il y a d'autres enjeux qui sont aussi intéressants et qui ne sont pas très connus et qu'on ne connaît pas encore parce que c'est quand même une direction assez opaque. C'est de savoir s'il va prolonger un certain nombre de ses alliés au sein des instances dirigeantes. Alors, il y a une histoire de limite d'âge, je crois. Voilà. Et ça va être important de savoir s'il respecte ou non cette limite d'âge. Ce sont des règles qui ont été mises en œuvre par Deng Xiaoping après la mort de Mao. Et donc, lui, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il remet en cause un certain nombre de ces règles, des règles qui permettaient de gouverner de manière collective et de manière consensuelle. Alors, ce qui veut dire que si jamais il renouvelle des dirigeants qui sont arrivés un petit peu en limite d'âge, est-ce que ça préfigure de ce que sera le troisième mandat pour lui en 2022 ? Voilà, c'est toute la question. Voilà. C'est-à-dire, en gros, la grande question en ce moment, c'est de savoir s'il va reconduire quelqu'un qui est très proche de lui, qui s'appelle Wang Qishan, mais qui est celui qui est chargé de la lutte anticorruption. Et donc, si jamais il prolonge Wang Qishan, on peut se poser de la question de savoir si lui aussi va se prolonger plus tard. C'est-à-dire que normalement, il n'a pas le droit à plus de 2 mandats. De 2 mandats. Et donc, on peut avoir un scénario peut-être à la Poutine où il va vouloir rester. D'autant plus que, apparemment, à l'occasion de ce 19e congrès, on n'aura pas, comme d'habitude, la désignation de la génération qui vient, donc de son successeur. Donc voilà, ce sont en gros les enjeux de ce prochain congrès. C'est-à-dire qu'on imagine quand même qu'il va faire du Poutine alors, dans ces cas-là ? Alors ça, c'est des discussions de sinologues. C'est très, très compliqué. Ce qui va être intéressant, c'est que pour la première fois, si jamais on n'a pas de successeur, ça ouvre quand même la porte vers un certain nombre d'inconnus. Oui. Et donc à des luttes fratricides. À des luttes de pouvoir. Alors certains sinologues vous disent que s'il ne désigne pas un successeur, c'est aussi parce qu'il a peur et qu'il n'a pas envie de dire « voilà, je vais bientôt partir » et de s'assurer encore plus le pouvoir. Très bien. Alors, Xi Jinping, après la période maoïste et puis après le socialisme de marché de Deng Xiaoping, lui se veut le promoteur du rêve chinois. Est-ce qu'il y est arrivé au cours des 5 ans qui viennent de s'écouler ? Pour l'instant, le rêve chinois qu'il a réussi à promouvoir, c'est son propre rêve à lui, c'est-à-dire d'être au pouvoir et de se débarrasser de la plupart de ses opposants. Après, le contenu du rêve chinois, il n'est pas très très clair, à part le fait de dire « je suis le chef, je muselle la société civile et puis j'affirme la Chine sur la scène internationale ». Pour le reste, c'est encore assez flou en fait. Mais alors, ce que vous dites dans votre livre, c'est qu'il veut marier à la fois le marxisme et le confucianisme. Il y est arrivé ou non ? Il veut tout marier. Il veut tout marier, formidable. Au sein de l'histoire communiste, c'est-à-dire depuis 1949 jusqu'à 2009, il veut à la fois marier Mao Tse-tung et Deng Xiaoping, donc à la fois le côté révolution permanente et puis ouverture sur le marché. Et puis il veut aussi marier la Chine communiste avec la Chine impériale. Donc voilà, c'est ça un peu le projet idéologique de Xi Jinping. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que le Parti communiste n'a plus vraiment d'idéologie à l'heure actuelle. Enfin, depuis 89 et la répression de la place Tiananmen, le parti se cherche une idéologie. Il y a une montée des inégalités au fur et à mesure du développement économique. Donc voilà, il cherche une nouvelle idéologie. Il reste marxiste. Mais il promeut de plus en plus ce qu'il appelle la belle civilisation chinoise. Non, c'est juste... Oui, alors certains peuvent le considérer comme un grand écart. D'autres pourraient dire qu'il est juste dans un principe de contradiction, donc un pur marxiste. Bon. Alors, on voit très bien dans votre livre le côté très autoritaire de Xi Jinping.
Bon, alors il y a le culte de la personnalité, il y a la chasse une reprise en main de l'armée, évidemment la lutte contre la corruption. Et puis il y a une chose, si vous me permettez le mot, on a l'impression qu'il veut rééduquer la foule. Et il promeut énormément de documentaires, de films à la télévision pour faire une Chine avec une histoire un petit peu qui l'arrange, quoi. Alors expliquez-nous ça, dites-nous un petit peu. Il y a deux choses. Il y a d'une part le fait qu'il remet beaucoup d'idéologie au sein de l'appareil communiste. Pour la fierté chinoise. Oui, alors notamment des valeurs maoïstes comme la ligne de masse. Alors ça ne vous dit pas grand-chose, ça peut paraître jargonnant, mais en gros la ligne de masse, c'est se frotter au peuple, c'est aller avec le peuple, c'est côtoyer le peuple et guider le peuple. Voilà. Donc ça, c'est des notions maoïstes qui avaient été largement délaissées après l'ouverture et qu'il revisite maintenant. Voilà. Donc ce genre de choses très maoïste, c'est pour ça qu'on dit que c'est un nouveau Mao. Ce n'est pas le nouveau Mao de la révolution permanente, mais c'est un Mao des années 40, 50, où le cadre communiste est proche du peuple, il est aimé par le peuple, il est pur et vertueux. Et ça fonctionne, donc ces documentaires sur le... Et alors par ailleurs, il y a aussi, ça c'est assez intéressant, c'est aussi une propagande qui se remet au goût du jour, qui utilise par moments les codes hollywoodiens et puis qui utilise les codes de la télé-réalité, de la série de télévision, etc. Et donc, vous avez eu cette année une série télévisée en 52 épisodes pour promouvoir, qui s'appelait Au nom du peuple, et qui promouvait la lutte anticorruption, mais avec des codes de polar. Voilà. Donc, on fait du neuf avec de l'ancien. Alors, Xi Jinping et de nombreux dirigeants chinois sont vraiment obsédés par la chute de la Russie. Est-ce que cette peur de l'ouverture à un monde occidental est aussi partagée par l'opinion publique? Ça, c'est difficile à dire. Je pense que... Il y a une chose à dire, c'est qu'à mon avis, ce qu'il arrive à faire partager la population, c'est le nationalisme. La Chine, à l'heure actuelle, est assez nationaliste et il joue beaucoup là-dessus aussi. C'est un élément que j'ai oublié, mais il joue beaucoup sur le nationalisme. Et la fermeture de Facebook, le fait d'être coupé... Voilà, et le fait d'être... Après, il y a un discours qui est assez important en Chine sur la fin de l'humiliation. On a vécu 100 ans d'humiliation coloniale. 1840. Et maintenant, on prend sa revanche. Donc, il joue beaucoup là-dessus. Oui. Et ça, je pense que c'est partagé par une grande partie de la population. Après, je crois que quand même, en tout cas dans les villes, la jeunesse urbaine, les gens éduqués, ils n'en ont pas vraiment grand-chose à faire avec le socialisme, avec le marxisme, avec le retour de Marx. Mais la censure les gêne pas, les jeunes? En Chine, vous avez toujours le moyen de contourner la censure, de faire ce que vous voulez. Et puis, ils ont beaucoup de choses à disposition en Chine même. Ils n'ont pas forcément besoin d'aller chercher à l'étranger, mais ça circule énormément quand même. Alors, Xi Jinping se moque un peu des failles occidentales, de l'ouverture, de la pornographie, de la crise des subprimes. Et il se veut le sauveur du monde, dites-vous. Quitte à raviver l'inimitié avec le Japon, quitte à devoir faire face quand même à la prévisibilité d'un Trump. Donc, c'est pas un peu dangereux de vouloir sauver comme ça le monde? Moi, je ne dirais pas qu'il veut sauver le monde. Ce qu'il veut faire, c'est imposer ce qu'il appelle une solution chinoise. C'est-à-dire qu'il veut proposer... un autre modèle. Je pense qu'il est évident pour lui qu'il ne va pas proposer une solution chinoise pour des pays occidentaux, mais il peut proposer à un certain nombre de pays, comme des pays africains, ou même la Grèce, par exemple, de promouvoir un modèle qui ne soit pas le modèle occidental. Je ne crois pas qu'il se présente comme le sauveur du monde. Il se présente déjà comme le sauveur de la Chine, et d'une Chine qui retrouve son rang et qui est un peu héritière d'une Chine impériale, en fait. Alors, à propos de Xi Jinping, Joe Biden, qui était l'ancien vice-président américain sous Obama, avait dit en 2013 que l'homme était fort et brillant, mais qu'il n'était pas sûr que cela se termine bien pour lui. Alors, vous, qu'est-ce que vous pronostiquez? Quel avenir pour Xi Jinping? Écoutez, à chaque fois qu'on me pose cette question, je reste toujours très très prudent parce qu'il y a eu un sinologue américain ou un journaliste américain qui, en 2002, avait prédit la chute du Parti communiste et on attend toujours. Donc,
Moi, je pense qu'il est beaucoup moins puissant qu'on ne veut bien le dire. Il y a quand même beaucoup d'ennemis ou d'opposants au sein du parti, je pense, encore. Et donc, il n'est jamais non plus à l'abri d'un déraillement, d'une crise économique qui pourrait remettre en cause le système chinois. Parce que justement, cette lutte contre la corruption, enfin, il ne se fait pas que des amis. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'au sein de, non pas de sa garde rapprochée, mais enfin de l'équipe dirigeante, certains préféreraient voir un autre que lui pour les années qui viennent? Ben justement, on le verra, on va le voir dans les 5 ans à venir. C'est-à-dire s'il remet en cause un certain nombre de règles qui avaient été mises en place par Deng Xiaoping, s'il songe à rester au pouvoir, peut-être que là va surgir une opposition au sein du parti. Pour l'instant, il a quand même réussi à mater tout le monde et à s'imposer. Si vous deviez pointer ses fragilités, ça serait quoi? L'économie. Oui, parce que ce n'est pas facile de faire de l'ouverture. Il n'a pas vraiment de projet économique. Il a toujours dit qu'il allait mener une politique économique de réforme, etc. Pour l'instant, on l'attend toujours. Parce que la société est très inégalitaire. Puis il y a une chose qui est assez frappante, c'est qu'en fait, les Chinois qui ont de l'argent investissent plutôt à l'étranger qu'en Chine. Donc, voilà, ont-ils confiance dans leur propre pays? Exactement, il y a la question de la confiance de la propre population dans le système chinois. Et ça, c'est aussi une autre faille. C'est-à-dire jusqu'à quel point il peut convaincre les Chinois de croire dans son rêve chinois. Donc il n'a pas réussi vraiment à faire adhérer sa population Écoutez, si vous regardez sa politique de répression, notamment de la société civile, la manière dont il a traité les journalistes, les avocats, toutes les voix qui ne sont pas des voix dissidentes, mais juste des voix critiques, on peut se dire quand même qu'il y a une certaine peur chez lui. Bah écoutez, merci beaucoup. On va voir ce que donne ce 19e congrès. Et merci de nous avoir fait rentrer un petit peu plus dans la tête de Xi Jinping. Merci. Au revoir François Bougon. Merci.